Bonjour. Alors, des usages alimentaires particuliers jouent un rôle considérable dans le judaïsme et dans son système rituel. Ces usages contribuent à définir et à établir l'identité du judaïsme tant à l'interne que dans son rapport avec les autres groupes ethniques et religieux. Les règles du judaïsme prescrivent l'interdiction de la consommation de certains aliments, notamment celle du sang en général, ainsi que de certaines viandes, notamment celles provenant d'animaux comme le porc. Cela étant dit, il faut préciser que les enjeux des usages alimentaires dans le judaïsme, comme ailleurs, vont bien au-delà d'une pratique individuelle où tel ou tel aliment est consommé ou non. En effet, les usages alimentaires influencent les relations sociales et la façon de manger et de boire ensemble. En effet, se pose la question de la façon dont un repas est censé être organisé, la façon dont les convives y sont traités et la place qu'ils sont supposés avoir. Finalement, il s'agit aussi de savoir avec qui il est possible ou non de manger. Dès l'époque hellénistique, la caractérisation des Juifs comme un groupe respectant des règles alimentaires les distinguant des autres apparaît tant dans des textes émanant de non-juifs que de juifs. Pour notre propos, il n'y a pas lieu de revenir sur cela en détail. Ce qui, par contre, mérite d'être relevé, c'est que dès le IIIe siècle avant notre ère, les Juifs, qu'ils soient installés à Jérusalem ou dans une grande ville non israélite comme Alexandrie, furent massivement confrontés à la culture hellénistique dominante. Or, dans ce contexte, la question du repas et du banquet s'est posée avec autant plus d'acuité que, dans le monde hellénistique, les pratiques de table jouaient un rôle central dans la vie publique, ainsi que pour définir l'identité et la citoyenneté. Pour les élites juives, refuser de participer au repas officiel de la cité pouvait donc facilement conduire à la mise à l'écart de la vie publique. Dès lors, on comprend aisément pourquoi, à côté de groupes opposés à toute participation aux banquets gréco-romains, nombreux sont les Juifs qui ont simplement participé ou se sont posé la question de savoir à quelles conditions il était possible de le faire sans se trahir. Cette contribution me permet de revenir et d'approfondir une problématique que j'avais déjà abordée il y a quelques années dans une contribution à propos de l'identité judéenne. Il s'agit d'y aborder la problématique des enjeux identitaires posés par la participation des Juifs aux banquets étrangers. Cela en contexte hellénistique, à partir d'une lecture du livre d'Esther. Ce choix s'explique par le fait que le thème des pratiques de repas y joue un grand rôle, puisque pas moins de 10 banquets sont mentionnés au cours de l'intrigue et que le thème de l'identité juive y est central. De plus, traiter la thématique à partir d'Esther s'explique aussi par le fait que cette œuvre a probablement été rédigée entre le IIIe et le IIe siècle avant notre ère, en pleine période hellénistique, dans un milieu juif confronté à cette culture dominante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut cependant préciser un point important. Le livre d'Esther peut être comparé à un roman historique, qu'il situe l'action au sein de la cour du grand roi perse Xerxès, mais a été rédigé bien plus tard, en contexte hellénistique, et s'adresse donc à un lectorat confronté à la culture hellénistique et pour qui l'Empire perse avait disparu depuis longtemps. Dès lors, lorsque le livre d'Esther décrit, comme il le fait à plusieurs reprises, des banquets royaux perses, on peut supposer d'une part que ces descriptions de banquets témoignent avant tout du regard hellénistique porté sur les pratiques perses, et que d'autre part, elles présupposent celles des banquets des cités hellénistiques auxquels les rédacteurs assistaient sans doute souvent. Notre démarche s'attachera d'abord à rappeler brièvement les caractéristiques des pratiques de banquets dans le monde hellénistique, ainsi que la façon dont le banquet royal perse y est perçu. Nous comparerons ensuite les descriptions de banquets figurant dans le livre d'Esther avec celles du monde hellénistique et perse. Nous nous demanderons en particulier si les banquets publics d'Esther ressemblent plus à des banquets grecs
ou à des banquets perses. Finalement, nous poserons la question de savoir si le livre d'Esther juge judicieux que des Juifs participent à des banquets étrangers et s'il cherche à proposer un modèle alternatif de banquet pour les Juifs. Les pratiques et usages associés aux banquets grecs et perses dans l'Antiquité ont abondamment été travaillés par des auteurs comme Pauline Schmidt-Pantel, La cité aux banquets, ou Konrad Wössing, Mezza Regia. Dans le cadre de cette brève conférence, nous allons évoquer les caractéristiques du banquet traditionnel grec, du banquet royal perse et du banquet hellénistique, en traçant les grandes lignes de l'évolution de ces différentes pratiques de table. Nous rappellerons que la symbolique identitaire associée aux pratiques qui caractérisaient le banquet traditionnel dans la Grèce archaïque ont eu tendance à changer au cours des époques classiques et surtout hellénistiques. Tant et si bien que les banquets des cités hellénistiques finirent par comporter les caractéristiques des banquets des rois perses, qui pourtant avaient d'abord été perçus comme contre-modèles aux banquets grecs traditionnels. Le banquet traditionnel grec se présente comme une pratique ritualisée en lien avec le sacrifice. La participation au repas public constitue une marque de citoyenneté auquel seuls les citoyens mâles participent. Même si le repas grec ne rassemble généralement que les membres de l'élite aristocratique, il constitue une pratique communautaire qui se veut égalitaire. Le maître de maison dispose, il est vrai, du pouvoir de placer ses convives favoris près de lui et de mélanger le vin et l'eau à sa guise, mais personne n'est véritablement séparé des autres et l'hôte ne contrôle que très partiellement ce qui se passe. Le repas communautaire est associé à l'idéal égalitaire de la Grèce archaïque. Il est alors basé sur un système de dons et de contre-dons entre pairs, et les invitations mutuelles renforcent les liens sociaux sans que le banquet ne souligne la prééminence de celui qui invite. D'un point de vue général, on rappellera que le monde perse a constitué un thème majeur de la littérature grecque dès le VIe siècle avant notre ère et que l'identité grecque s'est en partie développée par contraste avec cet Orient à la fois fascinant et repoussant que constituait pour les Grecs le monde de la Perse. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant qu'aux yeux des auteurs grecs, le banquet royal perse fasse figure de contre-modèle par rapport à leurs pratiques traditionnelles. Les caractéristiques et les spécificités du banquet du grand roi perse sont les suivantes. La présentation que font les auteurs comme Hérodote des banquets du grand roi perse souligne le luxe, la richesse et la diversité des mets qui y sont servis, et ces mets et ces richesses symbolisent précisément la richesse de l'Empire, son étendue et sa puissance. Cette richesse du banquet, qui dans une certaine mesure semble dépouiller les provinces de l'Empire, contraste avec la pauvreté du monde grec et s'inscrit dans la représentation que se fait l'historiographie grecque du souverain perse absolu et tyrannique. Les descriptions des banquets perses soulignent souvent que le roi est séparé de ses convives. Cela indique qu'il occupe une place centrale et qu'il domine ceux à qui il offre le banquet. Le caractère inégalitaire du banquet royal est ainsi souligné. Selon la littérature grecque classique, le vin est supposé occuper une place importante à la table du roi perse. Or, le regard porté sur la consommation du vin à la cour du grand roi n'est globalement guère positif, comme si, signe de barbarie, elle n'était pas bien maîtrisée. Ainsi, l'alcoolisme royal a à plusieurs reprises de funestes conséquences, comme dans le cas de la folie de Cambyse. Alors que les épouses sont absentes du banquet grec dès l'époque archaïque, les choses se présentent différemment dans le banquet royal perse. Plusieurs passages mettent en scène l'action de femmes légitimes lors des banquets perses, tout cela suggérant qu'elles en étaient pleinement partie prenante.
Même si le banquet royal perse présente certaines similitudes avec le repas traditionnel grec, ses caractéristiques principales en font un modèle de banquet très différent. Le luxe et la diversité des produits, qui étaient tout à fait secondaires dans le banquet grec traditionnel, caractérisent le banquet royal perse. De plus, le caractère inégalitaire ainsi que l'expression de la domination royale, voire de la tyrannie qui s'y exerce, contrastent avec l'idéal égalitaire du repas grec. Le tour d'horizon effectué jusqu'ici a permis de rappeler que les pratiques de banquet participent de l'identité politique et sociale de la Grèce par opposition et contraste avec celle de la Perse. Cependant, opposer le banquet grec au banquet royal perse constitue une simplification abusive. En effet, les banquets publics des cités grecques aux époques classiques, hellénistiques et romaines évoluent de sorte à présenter des traits comparables à ceux du banquet royal perse. À l'époque hellénistique, dès le IIIe siècle, époque à laquelle a été rédigé le livre d'Esther, se développe le phénomène des grands bienfaiteurs, les évergètes, qui, à l'occasion de fêtes urbaines, offrent à la cité des banquets. Ces banquets contribuent à glorifier l'évergète. D'ailleurs, fréquemment, l'évergète est honoré par des inscriptions commémoratives. Lors de ce type de festin, l'invitation se fait de manière officielle, la hiérarchie y est bien établie, l'étiquette importante et le nombre de convives élevé. Le contenu des plats présentés et le luxe qu'on y trouve jouent un rôle considérable dans le prestige de ces banquets. En outre, le banquet hellénistique tente à investir l'espace public, les agoras et les stades. Quant aux épouses, comme dans les banquets traditionnels, elles n'ont en général pas accès aux banquets hellénistiques, même s'il arrive que des repas à part leur soient destinés. Les banquets hellénistiques et romains, spécifiquement royaux, évoluent également vers un luxe de table ostentatoire, dont le banquet perse constitue en quelque sorte l'archétype. Les exemples de festins extraordinaires pourraient être multipliés à la cour d'Alexandre, ainsi qu'à la cour des Lagides et des Séleucides. De surcroît, la supériorité du roi par rapport à ses convives y est mise en évidence. Le souverain occupe systématiquement la première place au banquet, et le système de l'étiquette témoigne de la volonté d'élever le roi. Ce rapide tour d'horizon montre que le banquet public à l'époque hellénistique pose de plus en plus celui qui invite dans une position prédominante. L'invitation ne s'organise plus sur le mode du don et du contre-don, mais devient unilatérale. En outre, comme dans le monde de la royauté perse, la richesse et le gigantisme du banquet vont jouer un rôle de plus en plus important pour exprimer l'honneur et le pouvoir. Si on se tourne maintenant vers le livre d'Esther, on remarque que le motif du banquet apparaît de manière récurrente. On ne dénombre pas moins de 10 banquets apparaissant le plus souvent par paire et qui, en outre, organisent et structurent le récit. Afin de comprendre quel type de banquet les auteurs du livre d'Esther ont voulu mettre en scène et quelle symbolique ils leur ont attribué, nous allons dans un premier temps examiner la description des 2 banquets royaux qui ouvrent le récit au chapitre 1. Et nous les comparerons avec les caractéristiques du banquet dans le monde grec et perse. En outre, nous nous demanderons comment sont situés les personnages juifs qui y participent et dans quelle mesure leur participation à ces banquets ont des implications identitaires. Dans un deuxième temps, nous enchaînerons par les banquets qui, tout à fait à la fin cette fois du récit, célèbrent la victoire des Juifs et qui leur sont spécifiquement destinés. Nous montrerons que ces banquets constituent en quelque sorte un contre-modèle de banquet, cette fois spécifiquement juif. Le premier chapitre du livre hébreu d'Esther s'ouvre par une présentation de banquets royaux organisés par le roi perse Ahasvérosh et par la reine Vashti. Si la description qui en est faite s'accorde plus ou moins avec celle que la littérature grecque fait des banquets perses, elle correspond en réalité
le plus souvent au standard des banquets donnés dans les cités hellénistiques. Le premier banquet mentionné par le livre d'Esther dure 180 jours et les convives du roi sont tous ses dirigeants et ses serviteurs, l'armée de Perse et de Médie, les nobles et les dirigeants des provinces. Esther 1.3. Le second banquet est plus bref, il ne dure que 7 jours, mais l'ensemble de la cité de Suse y est convié. Les modalités pratiques, le luxe et le vin de ce banquet royal sont décrits dans les versets 5 à 8. Le chapitre 1 mentionne ensuite qu'un banquet est organisé par la reine Vashti pour les femmes. 1 verset 9. Le texte se poursuit par la mention du fait que Vashti refuse de se rendre au banquet du roi, au verset 10 à 12, et qu'après une réflexion juridique menée par les conseillers du roi, une sanction est prononcée contre la reine, les versets 13 à 22 du chapitre 1. Alors, analysons ce banquet. Les invités au premier banquet sont mentionnés par leur titre et leur fonction. En 1.3. Nous avons vu qu'une invitation basée sur la classe sociale des convives est un motif classique des descriptions de banquets perses. En outre, l'idée selon laquelle l'ensemble du staff de l'Empire prend place à la table du roi, 1.3, correspond au motif de la domination absolue du grand roi sur son territoire et à la représentation de la convergence à sa table des biens de l'Empire qu'il domine. Cela dit, l'insistance sur les titres des invités se retrouve également dans les banquets hellénistiques. L'invitation au deuxième banquet est adressée à l'ensemble de la cité, 1.5. Ce motif ne figure guère dans les descriptions de banquets royaux perses, mais correspond par contre très bien aux pratiques des cités grecques et hellénistiques, où un magistrat, un bienfaiteur ou un roi pouvaient inviter toute une cité au banquet. En outre, ces banquets hellénistiques pouvaient annexer un large espace, comme c'est le cas en Esther 1.5, avec le jardin et la cour. Dans le texte massorétique d'Esther 1.9, les femmes de la ville sont conviées à un banquet distinct de celui des hommes. Cette séparation des sexes, rappelée par la nécessité d'envoyer des eunuques chercher la reine juste après cet épisode, ne présente pas non plus de parallèle dans les descriptions des repas royaux perses, dans lesquels les épouses sont présentes. L'absence des épouses au banquet caractérise par contre les usages des cités hellénistiques, nous l'avons vu. Au plan de la description des pratiques et des contenus, on constate que le luxe, la richesse et la diversité de l'apparat est massivement souligné par la description du cadre architectural dans lequel se déroulent les banquets d'Achvéroch. En 1.6, on remarque notamment la richesse et la diversité des tentures, ainsi que de la vaisselle utilisée. Ce luxe rappelle tant celui des banquets royaux perses que celui des banquets hellénistiques. Le texte ne mentionne pas explicitement la présence de nourriture solide. En outre, les banquets du livre d'Esther ne sont pas présentés comme sacrificiels. Si cela se démarque radicalement des pratiques grecques, ce n'est cependant guère surprenant dans une description hellénistique de banquets perses. En effet, les pratiques sacrificielles persanes sont généralement perçues comme étranges, énigmatiques, voire carrément opposées à celles du monde grec. Comme c'est le cas dans tous les banquets, qu'ils soient perses, hellénistiques ou grecs traditionnels, le livre d'Esther souligne que la consommation de vin y joue un rôle majeur. En Esther 1, versets 7 à 8, seul le vin est mentionné et son abondance est explicitement présentée comme l'attribut royal par excellence. Le vin était abondant selon le standard du roi. Le terme hébreu mishté, banquet, utilisé 19 fois en Esther pour désigner les banquets du livre, dérive d'une racine signifiant boire.
et l'ivresse joue un rôle considérable dans l'intrigue. Si la consommation du vin est habituelle dans un banquet, dans le livre d'Esther, elle n'est pas maîtrisée. Comme c'est la norme dans le banquet grec où l'eau est judicieusement mêlée au vin. L'expression figurant au début d'Esther 1.8 « et la boisson était, selon l'édit, sans contrainte » doit probablement être comprise comme une critique d'une consommation barbare du vin à la cour perse. Le livre massorétique d'Esther utilise d'ailleurs le thème de l'ivresse avec ironie, de sorte que les banquets du chapitre 1 donnent du système royal perse une image dérisoire. Le but recherché par l'organisation des banquets d'apparat du livre d'Esther n'est pas la commensalité partagée au sein d'un groupe d'alter ego comme dans le banquet traditionnel grec. La construction littéraire du chapitre 1 souligne que le banquet vise à honorer celui qui le donne et qui en est le convive principal. En mentionnant que le roi exhiba la richesse de la gloire de sa royauté et la valeur de la splendeur de sa grandeur, en 1.4, ce verset rend compte du but fondamentalement honorifique du festin. Le roi s'honore lui-même en exhibant la richesse du banquet. Même si le verset 4 est appliqué au premier banquet, il introduit en même temps le deuxième, des versets 6 à 8, où figure la description des modalités pratiques de ce programme de glorification du roi. La construction littéraire des versets 4 à 8 invite à comprendre que la richesse matérielle exposée et offerte aux convives, aux versets 6 à 8, met en évidence le statut social de celui qui en est largement pourvu. Cela dit, le texte du chapitre 1 présente un regard plutôt amusé, voire critique, sur la quête royale d'honneur lors du banquet. On ne peut en effet que remarquer l'ironie lorsqu'au moment où la gloire du banquet devrait culminer sur l'exhibition de la reine parée du diadème royal, celle-ci humilie le roi en refusant de venir. Ce roi dérisoire qui voulait s'honorer durant 187 jours est humilié. En tout état de cause, dans le livre d'Esther, le banquet royal vise, sans que ce soit toujours un succès, à honorer celui qui l'offre ou qui en est l'invité principal. Si cette fonction est absente du repas traditionnel grec, elle se retrouve tant dans les banquets perses qu'hellénistiques, dont le caractère fondamentalement honorifique et inégalitaire a été rappelé juste avant. L'image qui ressort de la présentation des banquets perses rapportés par le livre d'Esther est en partie cohérente avec celle des banquets du roi perse que l'on trouve dans la littérature classique. De plus, ces banquets présentent de nombreux traits caractéristiques des grands festins, des cités et des rois hellénistiques. Il est significatif que lorsqu'en Esther, les descriptions des banquets s'écartent de celles du modèle perse, elles correspondent le plus souvent aux pratiques hellénistiques. Dès lors, il est probable que tout en utilisant la fiction littéraire de banquets persans, les rédacteurs d'Esther font en fait allusion et référence aux banquets des cités hellénistiques auxquels eux-mêmes et les lecteurs auxquels ils s'adressent étaient directement confrontés. Ce point étant établi, il est frappant de constater que pour le livre d'Esther, la question de la place des Juifs au sein des banquets étrangers ne paraît pas vraiment poser problème. Ainsi, il n'est jamais précisé que Mardochée et les siens se seraient tenus à l'écart du banquet royal offert au peuple de Suse. Plusieurs autres indices montrent que les héros juifs du récit ne sont de toute évidence pas supposés avoir de grands problèmes à participer au banquet de l'Empire. Lors de l'intronisation d'Esther à la royauté, les honneurs du banquet royal lui sont faits. Le roi fit un grand banquet pour tous ses dirigeants et ses serviteurs, le banquet d'Esther. Lorsqu'au terme du récit, Mardochée sort triomphalement, il est royalement vêtu, et des banquets sont organisés. Finalement, Esther est à tel point présentée comme assimilée aux coutumes perses qu'au cours de l'intrigue, au chapitre 5 et 7, elle organise elle-même 2 banquets à la Perse pour le roi, en exploitant parfaitement bien les caractéristiques des banquets impériaux afin d'obtenir du roi la tête de l'ennemi des Juifs, Haman. La lecture du texte hébraïque d'Esther suggère donc que l'attitude adéquate des Juifs vivant dans un contexte dominé par une culture étrangère n'exclut pas qu'ils participent aux pratiques ambiantes
Les héros juifs du récit, Esther et Mardochée, sont certes appelés à s'engager pour défendre leur peuple contre la persécution, mais cette défense identitaire n'implique pas une rupture radicale avec les pratiques de table non juives qui peuvent être utilisées au bénéfice des Juifs. Cela dit, l'analyse a aussi montré que le livre d'Esther pose un regard plutôt ironique, voire critique, sur les banquets qu'il décrit. Les pratiques du banquet royal perse d'Achvéroch sont présentées comme extraordinairement luxueuses. La consommation du vin n'y est pas maîtrisée et la quête de l'honneur place les convives dans des situations fondamentalement inégalitaires. Si ces reproches correspondent à ceux que les Grecs adressaient au banquet royal perse lorsqu'ils l'opposaient à leur commensalité traditionnelle, ce n'est pas principalement sur la culture perse que les auteurs d'Esther ironisent. Les nombreuses références aux pratiques dinatoires des cités hellénistiques montrent que ce sont elles qui sont en réalité tournées en dérision. Nos observations littéraires permettent de penser que le livre d'Esther rend compte de crispations identitaires juives vis-à-vis des pratiques de table d'inspiration hellénistique. Les banquets hellénistiques auxquels les rédacteurs étaient confrontés sont tenus pour fondamentalement inférieurs aux tables traditionnelles, qu'elles soient grecques ou juives. Cependant, si les rédacteurs d'Esther soulignent qu'un juif n'a pas à cacher son identité, il n'exclut pas encore qu'il puisse participer à des banquets étrangers et même en tirer bénéfice. Sur ce point, les rédacteurs de l'œuvre sont encore assez loin de la pensée figurant dans le chapitre 1 du livre de Daniel ou dans le livre de Judith. Après avoir étudié le regard posé sur le livre d'Esther, par le livre d'Esther sur les pratiques du banquet des autres, il reste à s'interroger sur celles qui sont présentées comme typiquement juives. Les deux célébrations de Pourim, instituées pour commémorer la victoire des Juifs le 14 et le 15 Adar, qui clôt le livre d'Esther, forment dans une large mesure un contre-modèle au banquet perso-hellénistique présenté dans le reste du livre. Les pratiques du banquet de Pourim ne sont que très succinctement décrites par la lettre attribuée par le texte massorétique à Mardochée en 9, 20 à 22. Il s'agit d'un jour de banquet, de joie, d'envoi de portions, chacun à son prochain, et de cadeaux pour les pauvres. Si la notion de banquet rappelle les épisodes des chapitres 1 à 8, deux pratiques y sont ajoutées, l'envoi mutuel de portions et le cadeau aux pauvres. Ces deux dernières pratiques prennent le contre-pied de celles des banquets perses et hellénistiques auxquels ressemblent ceux de la cour d'Achvéroch. L'aide à la subsistance des pauvres fait fondamentalement partie de l'organisation des repas de l'Antiquité grecque, comme en témoigne la pratique de l'hospitalité et la répartition des ressources communes associées aux pratiques sacrificielles et festives des cités. Mais les banquets offerts par les évergètes dans les cités hellénistiques pouvaient répondre. Il est vrai que ces banquets pouvaient répondre à des besoins alimentaires très concrets des populations. Cependant, dans ce dernier cas, comme dans celui du banquet royal perse, le don est la prérogative exclusive de celui qui invite. En mentionnant le devoir fait à chacun de donner aux pauvres, la lettre de Pourim revient à un système faisant porter à tous les membres de la collectivité la responsabilité de subvenir aux besoins des nécessiteux lors du banquet. L'envoi mutuel de portions, figurant en 9.22, constitue par ailleurs un contre-modèle aux parts de nourriture que l'on trouve mentionné dans les banquets perses et hellénistiques. En effet, si dans le cadre du banquet hellénistique, la distribution de nourriture joue un rôle important et que le roi perse peut envoyer des portions en cadeau pour associer des absents au banquet, dans tous ces cas, l'envoi et le don des portions constituent une prérogative exclusive de celui qui invite et qui bénéficie en cela d'une position prédominante. Or, l'usage de la notion de portion en Esther 9, 19 et 22 est très différent, puisque par le principe de l'envoi mutuel, le texte décrit une pratique fondamentalement égalitaire basée sur le don et le contre-don. En ce sens, la commensalité du banquet de Pourim se rapproche de celle présente dans le repas traditionnel grec, où l'offrant n'est pas posé en position dominante. Cela dit, la description massorétique des pratiques de Pourim ne se contente pas d'établir son modèle de banquet par opposition aux pratiques perses et hellénistiques,
mais en fait une pratique spécifiquement et positivement juive. Tout d'abord, on peut noter que la mutualisation de l'organisation du banquet de Pourim, présupposée par l'envoi des portions, constitue une pratique préservant les spécificités alimentaires de la communauté juive. Elle permet que l'approvisionnement du banquet se fasse à l'intérieur du groupe. Par ailleurs, la formulation d'Esther 9, 22 semble faire allusion à la fête de la Torah que décrit Néhémie 8. Tout le peuple alla manger et boire et envoyer des portions et faire une grande joie. Et où l'on retrouve le thème des envois mutuels de portions ainsi que la joie du banquet. En instituant les banquets de Pourim, Esther 9, 22 définit à sa manière ce qu'est un vrai banquet juif, joyeux, égalitaire, comme un banquet traditionnel et comme la fête de la Torah. Au terme de cette étude, on peut conclure que le livre d'Esther fait état d'interrogations identitaires fondamentales dans un contexte où les Juifs étaient confrontés aux pratiques de table des cités hellénistiques. Dans ces 8 premiers chapitres, le texte met en scène des banquets royaux perses en des termes qui les rapprochent de ceux des cités hellénistiques et ironise sur ce qui s'y déroule. Cependant, les héros juifs du récit, Esther et Mardochée, participent à ces banquets pour y exercer un pouvoir et influencer les décisions qui y sont prises. Le regard que portent les rédacteurs d'Esther sur le banquet étranger se rapproche de celui des Juifs de l'époque hellénistique qui considéraient, en diaspora commentaire d'Israël, qu'il n'était pas judicieux de renoncer à participer à la vie sociale publique en refusant de se rendre au banquet des cités. Cela dit, du point de vue de l'œuvre, une telle participation est plutôt un mal nécessaire que quelque chose de souhaitable. Dès lors, on comprend aisément qu'au chapitre 9, le livre d'Esther fasse des banquets de Pourim le modèle de ce que devrait être un vrai banquet juif, communautaire, égalitaire et festif. On peut supposer que pour les rédacteurs massorétiques du livre, c'est ce type de banquet qui, logiquement, devrait seul être appliqué dans les cités et les terres des Juifs. Merci de votre attention.